Un premier face-à-face consacré à ces élections législatives en Espagne. Hier, les centristes de Ciudadanos, la gauche anti-austérité de Podemos, ont gagné leur place au Parlement. Le parti populaire de Mariano Rajoy est certes arrivé en tête, mais il perd la majorité absolue. Il n'est donc pas assuré de conserver le pouvoir. Alors, comment l'Espagne, habituée à 30 années de confortable alternance gauche-droite, va-t-elle faire face? Quelles options possibles pour l'actuel pouvoir en place? Et surtout, que révèle cette volonté de changement? Décryptage, analyse ce soir avec nos invités du jour. Benoît Pellistrandi, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes politologue, historien, spécialiste de l'Espagne, auteur également d'Histoire des Espagnols, des guerres napoléoniennes à nos jours aux éditions Perrin. En face de vous, Juan José Dorado, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste espagnol, correspondant également à Paris. Vous avez évidemment suivi de très près tous les deux ce scrutin. Alors on va peut-être d'abord jeter un œil à cette nouvelle assemblée espagnole. Le Parti populaire de Mariano Rajoy obtient 123 sièges sur 350 à la Chambre basse. Cela représente près de 29% des suffrages. Le PP est sanctionné pour sa politique d'austérité qui perd la majorité absolue avec 63 sièges de moins par rapport à 2011, son pire score depuis 1993. Le Parti socialiste, PSOE, deuxième, enregistre également son plus mauvais score historique avec 90 sièges, 22% des voix. La formation de gauche radicale Podemos, 2 ans tout juste, décroche 69 députés avec ses alliés et puis un autre nouveau parti, le libéral Ciudadanos, obtient 14% des suffrages, 40 députés. Quand on regarde ces résultats, messieurs, ce soir, ça vous inspire quoi? Le scénario de morcellement redouté, tant annoncé, a finalement eu lieu. Qu'est-ce que ça vous inspire aujourd'hui? Le scénario était attendu. Tous les enquêtes d'opinion disaient déjà que ces 4 grands partis allaient émerger et que ça allait être très compliqué, effectivement, de pouvoir gouverner ou au moins, ou déjà de pouvoir élire un président. Parce qu'aujourd'hui, la première des choses, c'est élire un président. Et effectivement, on ne voit pas du tout, avec ce score des différents partis, comment on va faire, quelles sont les alliances possibles. Mais au-delà de ce résultat, je pense que le plus important, c'est de dire quelle vivacité pour la politique espagnole, parce qu'effectivement, comment on a vu naître 2 partis qui étaient inconnus il y a 1 an et demi, et aujourd'hui, c'est eux qui vont décider du futur de l'Espagne et du gouvernement espagnol. Cela dit, effectivement, ce panorama morcelé va compliquer beaucoup les choses pour Mariano Rajoy, puisqu'a priori, c'est lui qui devrait essayer, au moins dans un premier lieu, de former gouvernement. Ça semble effectivement très mal engagé pour lui ce soir. On va revenir sur ces éventuelles alliances dans un instant. Benoît Pellistrandi, votre regard à vous ce soir, c'est l'arrivée de ces 2 formations sur le devant de la scène que vous retiendrez? Oui, mais elles étaient attendues. Puisqu'effectivement... Mais le score est quand même très fort. Oui, mais on l'a vu au mois de mai, aux élections régionales et municipales, et elles sont un bon baromètre de ce qui se passe après aux législatives, et ça depuis 30 ans maintenant. Or, on voit bien effectivement que le Parti populaire est capable d'arriver en tête, mais ensuite se retrouve sans alliés. Et d'une certaine façon, le résultat d'hier n'est pas une surprise. D'après les enquêtes, même le Parti populaire s'en sort un tout petit peu mieux que prévu avec 123 sièges. Et surtout, c'est là où ça complique les choses, c'est que les Espagnols n'élisaient pas simplement hier leurs députés, ils élisaient aussi leurs sénateurs. Et le Parti populaire conserve la majorité absolue au Sénat. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation de blocage complète. Parce qu'effectivement, il est quasiment improbable que Mariano Rajoy puisse être élu et investi par la Chambre des députés. Mais en contrepartie, le Sénat pourra bloquer un certain nombre de lois d'un gouvernement qui ne serait pas populaire. Et puis ensuite, en termes de réforme de la Constitution, qui est le grand débat, qu'il va falloir mettre sur la table une fois pour toutes. Mis sur la table en tout cas par Podemos. Mais oui, Podemos l'a mis tout de suite. C'est sa priorité. C'est ce qu'ils et ont avec notamment une des premières exigences de Podemos, c'est la réforme de la loi électorale. Or, il est évident que ni le Parti socialiste ni le Parti populaire ne vont vouloir se sacrifier, parce que les 2 forces émergentes, Ciudadanos et Podemos, certes, ont engrangé hier un succès historique. Mais, comme ce sont des jeunes partis, ils sont plus fragiles que ces vieilles organisations, même percluses de rhumatisme, et donc des élections anticipées dans 4 ou 5 mois... Ça ne leur serait pas favorable? On ne sait pas, mais elles pourraient être peut-être plus fragiles. C'est-à-dire que les espoirs ont été tellement investis dans Podemos et dans Ciudadanos qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur.
Pour reparler de ce morcellement de la classe politique avec ses résultats aujourd'hui, c'est la fin du bipartisme. Ça entérine la fin d'un bipartisme, 40 ans de bipartisme pour l'Espagne. Oui, tout à fait. C'est vraiment la fin de ce bipartisme entre le Parti populaire et le Parti socialiste. Il faut retenir aussi qu'il y a eu des gouvernements socialistes et des gouvernements du Parti populaire qui ont gouverné en minorité. Ça a été le cas des Zapatero, ça a été le cas des Aznar lors de son premier gouvernement. Ce n'est pas du tout nouveau qu'on puisse avoir un gouvernement essayant de gouverner en minorité. Cela dit, effectivement, avec 123 voix et sans possibilité de coalition, ça serait très compliqué pour Mariano Rajoy de pouvoir aller au-delà de 2017. Il faut tout simplement savoir déjà que le budget 2016 a déjà été approuvé. Donc ça permet au futur gouvernement d'au moins aller jusqu'à 2017. Mais le bipartisme est terminé et effectivement, s'il y avait des élections dans 2, 3, 4, 5 mois, le score des Podemos et des Ciudadanos ne serait pas le même. Surtout, je pense, celui des Ciudadanos qui s'est dégonflé ces dernières semaines. On l'avait... Ça veut dire quoi, ça, finalement? Ça veut dire que les Espagnols ont une volonté de changement qui est indéniable, qui est très forte, mais qu'ils ne font pas suffisamment confiance à ces deux partis qui sont très jeunes, vous le disiez. Il va falloir essayer de comprendre ce qui s'est passé hier, parce que la participation est un petit peu plus forte qu'en 2011. Mais on gagne 700 000 électeurs, ce qui n'est pas énorme. Hein. C'est-à-dire qu'on est passé de 24 millions et demi à 25 millions 300 000. Bon. Et or, le Parti populaire perd 3 millions et demi de voix. Le Parti socialiste perd 1,5 million de voix. Mais Ciudadanos, 3,5 millions de voix, et Podemos, 5,2 millions. D'où viennent ces électeurs? Est-ce que ce sont des abstentionnistes qui sont venus voter, et du coup, les abstentionnistes de droite, enfin les électeurs de droite de Rajoy se sont abstenus? Ou est-ce que Podemos et Ciudadanos n'ont pas mordu sur les deux partis politiques? Et en réalité, ils ont sans doute mordu sur l'électorat traditionnel socialiste et conservateur. Oui, c'est-à-dire que Ciudadanos, effectivement, a mordu sur l'électorat jeune et centriste du Parti populaire, qui aurait voté Parti populaire. Une grosse partie du Parti communiste, la gauche unie, Izquierda Unida, qui a pratiquement disparu avec 2 députés. Et donc, ce sont les votants communistes qui sont allés vers Podemos essentiellement. Et c'est vrai que dans 2, 3, 4, 5 mois, les Espagnols cherchent avant tout de la stabilité. Quand on regarde l'histoire politique de la démocratie en Espagne, on a toujours cherché la stabilité. Les premiers gouvernements espagnols étaient des gouvernements centristes. Et ça a été quand le centrisme a disparu en Espagne qu'on a rentré dans l'alternance droite-gauche. Si demain, dans 4 mois, il y a des élections, beaucoup d'Espagnols vont vouloir chercher, je suis pratiquement convaincu, cette stabilité. Et cette stabilité, ce n'est pas Ciudadanos qui va la donner, ce n'est pas non plus Podemos, avec l'histoire de la Grèce en arrière-fond. Donc, les grands partis pourraient récupérer une partie des voix qui sont aujourd'hui disparues vers Ciudadanos et Podemos. Donc, c'est vrai qu'on est dans un panorama très compliqué. Ce que vous êtes en train de dire ce soir, c'est que les grands partis, les deux grandes formations principales ont intérêt à ce que ça s'enlise et à provoquer de nouvelles élections. Sans aucun doute, parce que elles ont un appareil militant, elles ont un appareil administratif qui leur a permis d'avoir un résultat moins mauvais que celui qu'on leur proposait. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a une course de vitesse. Le Parti socialiste veut éviter d'être cannibalisé par Podemos. Or, on a fait déjà les calculs. Si Podemos s'était allié à Izquierda Unida, ils auraient pu être le premier bloc de gauche et dépasser le Parti socialiste. On le voit d'ailleurs en Catalogne. C'était l'objectif de Podemos d'ailleurs, oui. De dépasser... Alors, ils ont réussi au Pays Basque et en Catalogne à faire des candidatures uniques, Podemos plus communiste, enfin la gauche plurielle. Et là, ils ont dépassé, mais de très très loin, le Parti socialiste. Mais dans le reste de l'Espagne, ça ne s'est pas passé comme ça. Donc les socialistes savent parfaitement que Izquierda Unida va maintenant aller du côté de Podemos. Et donc, quand on regarde aussi le Parlement, il faut rajouter ces 2 députés. Effectivement, c'est rien, mais comme on va être à en chercher 1, 2, 3... On est à un siège près, là. Mais oui, on est exactement à un siège près. Hein. Et puis, du côté du futur président, il se pose un autre problème. Si ce n'est pas Rajoy qui a 30%, 29% de voix, et qui est le parti qui a gagné, est-ce que ça peut être Pedro Sánchez? Et lui, il a un problème de légitimité. Déjà parce que c'est le plus mauvais score de l'histoire du Parti socialiste en démocratie. Ils ont encore perdu 20 sièges. Hein, et Pedro Sánchez est arrivé 4e à Madrid. C'est-à-dire, il a fait un score moindre
que celui de Rajoy, que celui de Pablo Iglesias, que celui d'Albert Rivera. Donc il y a vraiment un problème de légitimité pour qu'il soit président du gouvernement, d'autant plus qu'il est quand même à 6 points de différence du Parti populaire. Donc, comme disait Benoît Pellistrandi, l'intérêt pour ces deux grands partis, c'est d'essayer d'aller très rapidement peut-être vers des nouvelles élections, espérant effectivement que les stabilités gagnent le corps électoral espagnol. La première session parlementaire, elle a lieu le 13 janvier prochain, donc ça va être très serré, d'autant qu'on approche les fêtes de fin d'année, donc ça va être un peu compliqué. En Espagne, ce sont des gens sérieux, ils le font jusqu'à l'Épiphanie. Donc le jour de Reyes, c'est férié. Alors, on aurait un premier signe, l'élection du président de la Chambre. Il va avoir un rôle essentiel parce que les consultations, le roi va recevoir les chefs des groupes parlementaires et son interlocuteur, c'est le président du Congrès, de la Chambre des députés. C'est le roi qui va désigner un candidat. Et après, l'Assemblée valide ou pas. Voilà. Donc, et si, par hasard, aucun candidat n'est investi, c'est le président de la Chambre des députés qui dit au roi, il n'y a pas de solution, donc il faut dissoudre. Et la dissolution est automatique, mais l'acte de dissolution est contresigné par le président du Congrès. Donc ça va être important. Et là, pour le coup, je pense que la gauche marquera un point pour bien marquer qu'ils ne veulent pas faire la moindre concession au Parti populaire. Je prends le pari que le président du Parlement espagnol sera une figure issue de la gauche espagnole, sans doute de Podemos. En tout cas, Podemos ce soir et le PSOE, en tout cas, ont mis carte sur table. Ils ont annoncé qu'ils s'opposeraient à une coalition élargie, qu'ils s'opposeraient également au maintien de Mariano Rajoy à ce poste de chef de gouvernement. Mariano Rajoy, on va justement l'écouter, on en reparle juste après. Je vais essayer de former un gouvernement et je crois que l'Espagne a besoin d'un gouvernement stable. Beaucoup de choses ont été faites au long de ces 4 dernières années. Les Espagnols ont fait beaucoup d'efforts. Maintenant, nous avons besoin de persévérer dans cette même voie. C'est une défaite personnelle aujourd'hui pour Mariano Rajoy. Il faut rappeler que son parti quand même a remporté le scrutin des premiers. Il venait de 45% des voix en 2011. Et d'un autre côté, je pense que si le Parti populaire était moins caporalisé, il faut voir quand même ce qu'est le Parti populaire. C'est le président du gouvernement qui décide de tout, y compris des candidats aux élections municipales. 2 mois avant, à Madrid, le Parti populaire ne savait pas qui était son candidat à la mairie de Madrid. Donc il faut imaginer ici le président de la République désignant le candidat à la mairie de Paris. Bon. Or, le parti est caporalisé. Rajoy était un leader extrêmement impopulaire. Il a été frappé pendant la campagne. Ça, je pense que ça lui a rapporté quelques points. À mon avis, je ne sais pas si Juan José est d'accord avec moi, je pense que ça fait frémir un petit peu les choses. On l'a vu un peu briser l'armure. Enfin, Mais si le Parti populaire va aux prochaines élections avec un autre leader, il n'est pas impossible qu'il gagne une dizaine ou une quinzaine de sièges. Le problème, ça va être trouver qui est le dauphin de Rajoy. Il n'y a pas de dauphin aujourd'hui de Mariano Rajoy. C'est vrai que maintenant, ce qu'on attend de ces 4 hommes politiques, de Pablo Iglesias, d'Albert Rivera, Mariano Rajoy et Pedro Sánchez, c'est qu'ils soient à l'auteur de ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire, maintenant, les Espagnols ont donné les cartes, c'est à eux de jouer cette partie. Est-ce qu'ils vont être capables d'être à l'auteur? Ils vont être des hommes d'État comme ils prétendent l'être. C'est toutes les questions qu'on se pose aujourd'hui. Mais Mariano Rajoy, encore une fois, a une partie très difficile à jouer parce qu'il n'a pas de coalition réelle autour de lui. On apprend à l'instant que le leader de Ciudadanos annonce qu'il ne voudra rejoindre aucun gouvernement, donc pas d'alliance, qu'il restera dans l'opposition. Ça s'annonce compliqué pour le PP. Il avait dit qu'il serait prêt à s'abstenir, donc pour faciliter un gouvernement, peu importe qu'il soit des droites ou des gauches, mais qu'il n'irait pas dans un gouvernement s'il n'était pas le président de ce gouvernement. Donc c'est la position qui était déjà attendue pour Ciudadanos. De toute façon, c'est à Mariano Rajoy maintenant, effectivement, de voir où est-ce qu'il veut aller et ce qu'il est prêt à donner aux autres pour avoir l'investiture. Qu'est-ce qu'il paye aujourd'hui, Mariano Rajoy? Les scandales de corruption, l'austérité, un peu tout en même temps? La corruption, largement. Les scandales. Les scandales de corruption, parce que la politique d'austérité, quand il a eu 45% de voix en 2011,
il a récupéré une partie de l'électorat qui votait à gauche. Pourquoi? Parce que les électeurs de gauche savaient que le Parti socialiste était arrivé au bout du rouleau et qu'ils étaient plus capables de sortir de l'Espagne de la crise qu'ils avaient rencontrée en 2008-2009. Donc, ce sont les socialistes, une partie de l'électorat socialiste qui a voté Mariano Rajoy. Mais c'est la corruption, les scandales qui ont vraiment miné l'image de Rajoy et l'image du Parti populaire. Et puis, une façon de faire de la politique, il avait la majorité absolue, et c'est vrai que Mariano Rajoy a été un président brutal, le mot serait trop dur, mais assez hautain. Les débats parlementaires étaient toujours aigres, même avec les petits partis. Je pense à un parti qui a disparu hier aux élections, Unión Progreso y Democracia. Il y avait 5 voix qui étaient assez proches quand même en termes d'unité nationale. Rajoy a toujours été d'une grande brutalité, là pour le coup, avec ses 5 députés. Avec Albert Rivera, le contact n'est pas bon. Et je pense que l'équation personnelle de Rajoy, il la paye aussi. Ouais, on lui reproche souvent d'ailleurs son absence de dialogue, notamment sur les grandes questions comme la Catalogne. Merci à vous, merci messieurs d'avoir été mes invités. C'est déjà la fin de ce face-à-face consacré donc, aux élections législatives en Espagne. On verra donc ce que donnent ces négociations qui se poursuivent. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants.